Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les pages du milieu pour un nouveau chapitre, l'antre d'Arachne. Salut, comment ça va? Je ne vous présente plus. Non, tout le monde nous connaît maintenant. Ouais, bien sûr. On en parlait, on nous arrête dans la rue, on entend notre voix. Toi aussi, ça t'arrive comme ça? Ah ouais, c'est terrible. Je suis chez la boulangère, ça mais. Vous êtes les gars des pages du milieu. Exactement. Et comment va aller Frodon? Qu'est-ce qui va se passer? On nous demande sans cesse. Alors on lui répond, t'as qu'à lire le livre. Hein. Passe-moi ma baguette, s'il te plaît. Moi je réponds, il suffit d'écouter le prochain épisode. Ah oui, c'est peut-être plus intelligent de faire comme ça. Ouais. Je comprends pourquoi elle m'a donné une baguette de pain rassis, je comprends maintenant. On devrait peut-être pas te laisser en marketing. Non, c'est vrai, faut me retirer de la com, ça ne va pas. Ok, ça va. Et bien en parlant de com, si ce n'est déjà fait, vous pouvez nous suivre et nous noter sur les réseaux sociaux ou envoyer vos questions et remarques, ainsi que via mail à lespagesdumilieu@gmail.com. Je vous rappelle que vous pouvez symboliquement nous soutenir sur Tipeee, et encore une fois un énorme merci à ceux qui le font. Ouais. Donc voilà, ça c'est fait, on est parti. Ça y est, nous y sommes, le fameux chapitre, la rencontre de l'araignée tant attendue, Arachne, Shelob pour les intimes. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le chapitre qu'on a un peu le plus anticipé, ou en tout cas l'un de ceux où on a un peu le plus parlé. Ça fait quand même 2 bouquins qu'on en parle et qu'on... ça tease quoi, hein. On parle ouais. d'araignée, de Gollum qui ressemble à une araignée avec ses petites patounes. Depuis qu'on est dans la partie de Frodon, Sam et Gollum, dans les 2 tours, effectivement, je crois qu'à chaque épisode, presque chaque chapitre, il y a un petit teasing mais même ou un indice en tout cas. Ouais. Et même avant ça, je trouve qu'on y a souvent passé, on a souvent parlé, pardon, ça vient aussi du fait qu'en fait on arrive à la fin. Tout à fait, de leur deuxième voyage. livre en fait. On est dans la dernière partie de leur voyage aussi. On va rentrer au Mordor, et pour eux, dans le Retour du Roi, tout se passe au Mordor, avec évidemment cette petite fin qui passe par la comté aussi. Ouais. Mais dans l'histoire de l'anneau, on est dans la dernière partie déjà. Et puis en plus, vous le verrez, chers auditeurs et chères auditrices, si vous n'avez pas lu les livres, et vous verrez même que la destruction de l'anneau, elle arrive très vite dans les livres. Elle n'est même pas à la fin du 3, c'est bien plus tôt. Ouais. Donc c'est... Oui, c'est ça. Et donc comme on est malheureusement déjà à la fin, avant-dernier épisode de ce tome en tout cas, avant de reprendre après notre pause comme on vous avait dit. Mais c'est évidemment la fin du 2, donc je pense qu'on a souvent parlé, on a souvent mis en relation le passage où on était avec la fin, et puis je pense qu'on a aussi souvent parlé de ce fameux passage qui va être déterminant. Ouais, clairement. Oui, et puis c'est un moment où il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent dans le sens dans l'arc des personnages, etc. Quoi. On parlait beaucoup de Sam la semaine passée. Sam va avoir beaucoup de place aussi dans ces deux prochains chapitres. Puis Gollum aussi, c'est un climax d'action, et dans niveau narratif aussi, on arrive vraiment à ce on the edge, quand on est sur le bord, le rebord de la montagne. Va-t-il tomber, va-t-il rester? C'est vrai qu'on ferme clairement tout un arc toute une partie de l'arc narratif de Gollum dans ce chapitre-ci au final. Tout l'accompagnement de Gollum avec le Hobbit se finit maintenant. Et puis, que va-t-il advenir d'un certain Frodon? Ça, attention, on l'a dit la semaine passée et je le redirai dans quelques instants, mais nous sommes aussi sur les épisodes Cliffhanger, c'est vrai, réalisés par Michael Bay, ces chapitres. Mais donc voilà, comme je le disais dans ma magnifique intro d'il y a 3 épisodes maintenant, nous allons pouvoir être témoins de la fourberie de Gollum, qui a tendu un piège à nos voyageurs, tel une toile d'araignée subtilement posée sur leur chemin. Oh là là, c'est beau. Je laisse d'ailleurs la subtilité à Gollum, qu'on se le dise. Mais dans ce chapitre, on passe donc pas loin du désastre, l'occasion pour certains, encore une fois, de prouver leur valeur, ou enfin, d'utiliser le loot légendaire qu'ils ont eu en première partie de quête. Allons donc à la rencontre d'Arachne, dans son antre ténébreuse, et avant de finir sur un cliffhanger à l'américaine, on y est, voyons qui sera le plus malin, 2 hobbits ou une araignée millénaire. Eh bien, c'est très marrant que tu parles de loot, parce que je me suis exactement fait cette réflexion-là ce matin. Je me disais, c'est drôlement bien construit. Enfin, en tout cas, ça me paraît tellement familier comme construction, qu'ils reçoivent cette épée elfique il y a très longtemps, et qu'au final, elle lui a pas servi à grand-chose de plus qu'une autre épée. Et pareil pour la fiole de Galadriel. Mais genre là, en un coup, c'est cet équipement que tu te traînes depuis super longtemps, et tu dis... Enfin, c'est pour ça, et c'est tellement satisfaisant quand ça devient utile, mais tellement. C'est vrai que moi qui ai joué à quelques MMO, t'as souvent cette clé que tu gagnes un jour, et tu finis dans le premier village, tu la trouves dans un coffre, et t'es là, mais ça sert à quoi cette clé? Et puis tu te retrouves devant le dernier donjon, et t'es là, oh, c'était la clé. Et pour finir cette intro extrêmement longue avant de démarrer notre épisode, je vous rappelle que nous arrivons à la fin de notre livre 2, et que la semaine prochaine, nous allons faire donc l'épisode de clôture, et on peut déjà vous dire qu'il sera très spécial, nous accueillerons quelqu'un ou quelqu'une, qui sait,
Arachne. Et j'espère que ça vous plaira. Ce sera l'occasion d'un épisode de conclusion où nous pourrons aborder plein de nouveaux thèmes. Et on a très hâte que vous découvriez cette collaboration, cet épisode spécial. Ouh. Et ce ne sera pas Arachne, comme proposé Non. Julien, parce que je lui ai envoyé un mail, elle n'était pas dispo malheureusement. Alors, allons-y. Chapitre 9. L'antre d'Arachne. Nous retrouvons nos hobbits dans ce que Gollum appelle le jour. Même si Frodon et Sam ne voient guère de différence avec la nuit, si ce n'est que le ciel peut-être est un peu moins noir, plutôt semblable à un vaste plafond de fumée. Nos amis poursuivent leur ascension, donc de cet escalier, ce fameux escalier dont Julien nous a appris l'angle parfait de 70 degrés, à peu près. 71. Merci FX. Voilà, pas si parfait. Moi j'écoute quand tu parles, Julien. Voilà. Nos amis poursuivent donc leur ascension, Gollum en tête, donc on peut toujours imaginer la vision. On n'est pas sur les mêmes types d'ascension là maintenant. Non, ils ont quand même une belle vision. Bref, ils savent où aller. Le long ravin s'étire entre les colonnes de pierre érodées et déchiquetées, dressées de part et d'autre comme d'énormes statues auxquelles on n'aurait jamais donné forme. C'est intéressant, ces colonnes, voilà, autour d'eux. Est-ce que ce sont des colonnes d'anciennes constructions humaines ? Je ne sais pas. C'est pas précisé, en tout cas elles n'ont pas vraiment de forme, donc est-ce que c'est juste de la pierre, comme on avait dit aussi, tu l'avais dit je pense dans une phrase à l'épisode dernier, érodée par le temps et le vent et la pluie, etc. Soit, en tout cas le long du ravin s'étirent donc ces colonnes. Peut-être que Arachne, en plus de tisser, s'est également mise à la poterie. en fait elle est incomprise. C'est une grande artiste, tu sais. Arachne expose ses petites poteries. Arachne est une mère célibataire depuis des années. Ouais. Mais non, mais vous voyez un peu ce cliché de la Desperate Housewife qui s'est mis à la poterie. Oui. Bref, c'est... Moi, tu sais, ma mère s'est mise à la poterie, elle est très heureuse. Non, mais loin de moi maman. l'idée d'utiliser des clichés sexistes, mais néanmoins, bon, bref. Arachne s'est mis à la poterie. Il n'y a aucun son, à part peut-être le truc de poterie qui tourne d'Arachne au loin, je ne sais pas. Et le pagne de Gollum. Au vent. Mais il n'y a aucun son. À quelques distances en avant, on voit un grand mur gris, ultime rempart de pierres montagneuses. Son imposante masse se fait plus sombre et plus haute à leur approche, et bientôt, elle se dresse devant eux, telle une haute tour, bloquant la vue de tout ce qui se trouve au-delà. Sam hume l'air. Pouah, quelle odeur! Ça empeste de plus en plus! À ce moment, ils aperçoivent l'entrée d'une caverne, et Gollum leur indique que c'est par là. Mais ils n'en prononcent pas le nom. Et là, Tolkien, dans son récit, précise que son nom est Thorek Ungol, l'antre d'Arachne. Donc voilà, c'est intéressant, un petit... Ça rappelle encore une fois que le récit qu'on lit, dans la narration de Tolkien, enfin dans l'idée que Tolkien s'en fait quand il écrit ce livre, c'est un livre qui a été écrit par Frodon, etc., même par Merry et Pippin par la suite. Et donc il y a des précisions qui sont extra-diégétiques, qui ne sont pas du fait de nos héros ou des personnages dans l'histoire. Donc Parce qu'il faut rappeler en fait que l'appellation Ungol, ça veut dire araignée en fait. Voilà. Pour ça qu'on a Kirit Ungol, c'est le col de l'araignée, et Ouais. Thorek Ungol, c'est L'antre. l'antre de l'araignée. Et de cet antre d'araignée, d'Arachne, une puanteur émane. Non pas l'écœurante odeur de pourriture des prairies de Morgul, mais un relent nauséabond, comme d'une ordure innommable, lentement accumulée dans les ténèbres à l'intérieur. « C'est le seul chemin, Sméagol ?» demande Frodon. « Oui, il faut entrer par là, maintenant. » « Tu veux dire que tu es déjà passé à travers ce trou ?» dit Sam. « Ça ne te dérange pas, les mauvaises odeurs, si ça se trouve ?» Il sait pas ce qui nous dérange, Trésor. Non, il sait pas. Mais Sméagol peut endurer des choses, oui. Il est passé à travers, oh oui, d'un bout à l'autre. C'est le seul chemin. Qu'est-ce qui peut bien puer autant, je me le demande, dit Sam. C'est comme... Oh, enfin, j'aime mieux pas le dire. Un horrible trou à orques, je parie, avec un siècle de leur ordure dedans. Eh bien, rajoute Frodon, orque ou non, si c'est le seul chemin, nous devons le prendre. Avec une profonde inspiration, il passe à l'intérieur, et quelques pas plus tard, il se retrouve dans l'obscurité la plus totale. Les hobbits n'avaient pas connu ça depuis les sombres galeries de la Moria. Eh bien, si je peux me permettre, je voulais justement faire une mention à ça. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a un petit parallèle avec la Moria. Ah, mais il est clairement fait là, Par rapport établi. aux odeurs aussi, tu vois, je trouve quand Tout à Gandalf fait. disait qu'il fallait se fier à son flair. Ouais. Avec là, bon, ils n'ont pas vraiment le choix, c'est le destin, ils doivent passer Ouais. par là.
Mais tu te dis quand même que si s'étaient rappelé de ce conseil, ils auraient pu avoir peut-être plus la puce à l'oreille et se dire il y a quelque chose qui va vraiment pas là. Ouais, c'est intéressant. C'est pas possible. J'ai jamais fait le lien du conseil de Gandalf par rapport à ça, mais effectivement, il leur dit Il de est ne pas encore aller moins vers... anodin quand il repense à Ouais. ce moment-là. Et la mention de l'odeur est tellement importante. Oui, énorme. Surtout ce qui est particulier au final, c'est qu'ils font entre guillemets une confiance aveugle actuellement à Gollum. Non, pas si aveugle que ça. Hein. Bah, disons qu'ils vont prendre le chemin, alors que peut-être qu'ils auraient pu se dire on va chercher une petite heure autre part. Ouais. Ah, Alors ouais, qu'on sait dans ce très bien sens-là, que c'est vrai. Il y a d'autres passages occupés, régulièrement empruntés par les orques, etc. Ouais. Donc oui, ils auraient peut-être pu faire, bah oui, non, on va chercher autre chose et Mais ils passer un font- peu de temps. Mais là, pour le coup, de peur de perdre du Mhm. temps ou de peur, du coup, entre guillemets, de rendre Gollum un peu exacerbé, ce qu'il faut peut-être pas faire en ce moment. Voilà, mais c'est Mais- vrai que bon. Frodon, en tout cas, fait confiance à Gollum. Il le disait au dernier épisode, qu'il pense que Gollum ne veut pas que l'anneau aille dans les mains de l'ennemi. Donc je crois Ça, qu'il ça fait lui confiance suffit à pour ça. l'instant. Ouais. Puis ils sont à deux, ils peuvent arriver à gérer Gollum tout Mhm. seul, potentiellement. Frodon a vraiment foi en Gollum. Enfin, pour revenir donc à ces galeries donc, qui évoquent au Hobbit donc, la Moria, comme il est dit dans le texte, eh bien, elles sont plus profondes et plus denses encore que la Moria. Car à la Moria, il y avait une sensation d'espace, d'air, d'écho. Ici, l'air est inerte, stagnant, lourd, et le son retombe sans vie. Ils ont l'impression d'avancer dans une vapeur noire, de respirer les ténèbres même, ce qui aveugle non seulement les yeux mais aussi la pensée, tant et si bien que le souvenir des formes et des couleurs et de toute lumière visible en est effacé. La nuit a toujours été, et elle sera toujours. La nuit est tout. Donc voilà, il faut s'imaginer quand même la force, la puissance de cette aura maléfique qui émane de cet endroit. De l'araignée également, hein, de c'est l'araignée vraiment également. sa présence qui a C'est ça, et permis ça. Et ça, c'est très intéressant. On va le voir encore dans le texte suivant. Vraiment, il y a cette idée que l'araignée, sa présence, son aura maléfique est vraiment tangible, autant, voire même plus que les Nazgûl. Alors, il faut se rappeler de l'origine de cette araignée. Et ça, je peux peut-être le rappeler maintenant. Je sais pas si ça vous dit que je rappelle un petit peu l'origine de l'araignée, mais Je parle pas mal de l'araignée aussi, hein, parce que dans mon texte, on la décrit pas mal. c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, en 2 mots, puisque tu en reparleras, donc on aura l'occasion d'en creuser, il faut se rappeler que l'araignée est vraiment donc, la descendante d'Ungoliant, qui était l'incarnation même, selon certains, de la dissonance de la musique. Ça n'a pas été dit par Tolkien, mais en tout cas, était une créature de l'ombre totale, capable de capturer même Morgoth lui-même, capable de le faire peur à Morgoth. Donc vraiment, une créature du mal infini. Et bien plus grande, encore plus terrible même que le plus grand des seigneurs noirs. Donc vraiment pour vous dire à quel point elle peut être horrible, eh ben, cette araignée qu'il rencontre maintenant en est une descendante. Donc vraiment le maléfice qui en sort, qui en émane, on peut l'imaginer, est vraiment terrible. Alors il est dit que ce serait potentiellement la dernière C'est la dernière fille d'Ungoliant. d'Ungoliant, ouais, la dernière fille. Qui voilà, et après qui elle-même aura eu des filles, mais qu'il dit aussi qu'elle se serait nourrie d'eux pendant des années pour survivre ou autre, parce que voilà, elle a aussi fait un long trajet depuis Beleriand, Oui, c'est depuis ça. le Beleriand Mais jusqu'ici. ça, on pourra en reparler du coup peut-être un peu plus tard avec Monsieur Julien. Mais oui, effectivement, il y a toute cette histoire avec Ungoliant qu'on pourra décrire un peu plus tard. En tout cas, les hobbits, dans cette pénombre, ne peuvent que se diriger grâce à leurs pieds et leurs doigts. Vous imaginez, ils ne voient rien. Enfin, c'est quand même terrible. Je sais pas à quel moment ils se sont dit, bon, on continue. Ils n'ont aucune vision. Mais ouais, il se fie à Sméagol qui leur dit qu'effectivement, il n'y a pas d'autre chemin. Ouais. Donc ils doivent au moins l'essayer. Mais donc ils ne voient rien. Et à leur grand étonnement, en tâtonnant, les murs sont lisses au toucher et le sol est uni et droit, gardant toujours la même pente raide. Alors ne vous soyez pas pris par cette phrase. J'ai été pris en erreur par cette phrase. La pente raide, en fait, ils montent, ils ne descendent pas. Voilà. Donc ils montent sur cette pente raide. Le tunnel est large et haut, si large que même en marchant côte à côte et en se contentant de frôler les murs latéraux de leurs mains tendues, les hobbits sont séparés, isolés au milieu des ténèbres. Ils avancent, entendant le souffle sifflant de la respiration de Gollum devant eux. Mais au bout d'un moment, leurs sens s'émoussent. Le toucher et l'ouïe paraissent s'engourdir chez eux. Ils ne marchent pas depuis longtemps, mais ils semblent perdre toute notion du temps et des distances. Bientôt Sam remarque un passage en tâtant le mur à droite. Et par la suite, les hobbits remarquent 3 ou 4 de ces ouvertures, parfois larges, chacune de leur côté.
Mais il n'y a pour l'instant aucun doute sur la galerie principale, car elle est droite et ne tourne pas. Et elle poursuit sa montée régulière. L'air devient de plus en plus irrespirable à mesure qu'ils grimpent, et ils sentent souvent dans les ténèbres aveugles une résistance plus forte que l'air vicié. Donc il y a une résistance qu'ils sentent, encore une fois, cette aura maléfique tangible. Il y a quelque chose qui leur résiste, qui leur empêche d'avancer de manière confortable dans ces terres. Tandis qu'ils avancent, ils sentent des choses leur frôler la tête ou encore les mains, de longs tentacules ou des excroissances pendantes. Peut-être. Ils ne peuvent pas dire ce que c'est. Vraiment, c'est une vision d'horreur. Limite, c'est les 7 étages de l'enfer de Tante. C'est vraiment... c'est affreux, quoi. Ou alors c'est quand tu dois aller chercher des bûches dans ta vieille cave et que t'as plus la lumière, que t'as ton crâne qui touche le haut de la cave et que t'es là, oh pitié, pas une vilaine araignée des champs, pitié. Comment est-ce que t'as réussi à faire une analogie aussi parfaite, quoi? Voilà, c'est le couloir noir quand t'es petit, que tu dois aller dans ta chambre. Enfin, petit. Tu sais, quand tu éteins les lumières de ton couloir avant de monter dans ta chambre. Oui, mais là, tu n'as pas les crasses, tu vois. T'as pas les crasses de la cave, cabane du fond du jardin, un peu trop petite. Que tu aspires une fois tous les 20 ans quand t'as vraiment plus rien à faire pendant un été. C'est vrai. En tout cas, bon. Ou tu préfères pas savoir ce qui te frôle, en tout cas, le crâne. Avec une odeur dégoûtante du pauvre écureuil mort derrière la petite cabane. Ah, horrible. Moi, ça me faisait aussi penser Celui que tu avais tué par inadvertance, en jouant au avec billes par inadvertance. Oui, c'est ça, c'est carabine à plomb. Tout ceci n'est que fiction. Évidemment. Qui a vécu à la campagne comprendra. Aucun animal n'a été maltraité. Bref. Mais moi, ça me faisait aussi penser à ces algues que tu touches à la mer du Nord quand tu te baignes. Et que tu ne sais pas si c'est une algue, un kraken. Un kraken, ouais. Mais voilà. Toutes les images sont bonnes à prendre à ce moment-là. Mais ça aide à s'imaginer un peu lors de ce moment, en vrai. Ouais, je trouve. c'est clair. Ils ont l'air de le prendre avec beaucoup de décontraction. Était-ce un tentacule? Bon, on s'en fout. On kraken continue d'avancer. Hein. Ouais, j'ai un truc qui m'a caressé là. Et puis tu vois Gollum qui, en un coup, oups. Était-ce le repère? Gentil maître, très gentil. Était-ce le témoin de Gollum? C'est pas bref. Alors, tandis qu'ils avancent, donc ils sentent des choses, je l'ai déjà dit, et ils ne peuvent dire ce que c'est, mais la puanteur ne cesse d'augmenter. 1 heure, 2 heures, 3 heures, combien de temps ont-ils passé dans ce trou dépourvu de lumière? Des heures, des jours, des semaines peut-être. Sam, quittant le côté du tunnel, se rapproche de Frodon. Leurs mains se rencontrent et s'unissent, et ils poursuivent ainsi leur marche ensemble. Enfin, Frodon, tâtonnant le long du mur de gauche, trouve soudain un vide. Il manque de s'écrouler sur le côté dans le néant. Il y a là quelque chose, une ouverture dans le rocher, beaucoup plus large que toutes celles qu'ils ont passées jusque-là, et il s'en dégage une odeur si nauséabonde et une sensation si intense de malignité cachée que Frodon en est tout étourdi. Et au même moment, Sam vacille et s'effondre sur le sol devant lui. Mais malgré la peur, Frodon agrippe la main de Sam et le relève. Sam se traîne à côté de lui, 1 pas, 2 pas, 3 pas, enfin 6 pas. Peut-être viennent-ils de passer l'horrible ouverture invisible. En tout cas, il est soudainement plus facile de se mouvoir, comme si une volonté hostile les avait momentanément relâchés. Vous imaginez cette sensation si grande de malignité que ça les fait sombrer. Ça a l'air de les retenir par terre. C'est vraiment hyper fort, quoi. Ils sont en présence d'un des êtres les plus anciens et les plus vils de la Terre du Milieu. Si vieux et si ancien qu'il était là avant Sauron. Ouais. Et si mauvais que c'est quand même la descendante, la dernière, potentiellement, d'Ungoliant, une des créatures les plus terribles qui ait jamais foulé la Terre. Moi, je trouve que tout ça mis en relation avec le fait qu'ils viennent de passer Minas Morgul et les cavaliers qui sont eux-mêmes, enfin les Nazgûl, qui ont eux-mêmes ce pouvoir, et que là, c'est encore plus fort. Je trouve que ça donne une dimension... Il y a toujours très pire. forte à la... c'est hyper fort. Mais pour le coup, les descriptions de Tolkien à ce moment-là sont... Enfin, pour moi, c'est magnifiquement écrit. Tout du long... C'est vraiment... On sent cette atmosphère vraiment forte et puissante et chargée, quoi. Et ça, c'est vraiment intense. Elle déverse, et métaphorique et concret, elle déverse en fait une noirceur dans cet endroit. C'est pas juste il fait lourd et il fait noir. Non, elle a vraiment... un pouvoir magique sur ce tunnel. Il faut pas garder l'idée d'Ungoliant comme une simple araignée géante comme on pourrait avoir, je sais pas moi... Dans Harry Potter. Oui, ou même dans le film de Jackson au final. Hein. C'est ça, une simple araignée, un truc qui serait plus gros et donc qui ferait peur par sa taille. C'est vraiment magique. ça. C'est une entité qui est
créée par le mal, par le sombre, par tout ce qui est mauvais. Parce que Et elle vomit, entre guillemets, ce mal aussi, et c'est ce qu'elle rejette. Et Ouais. ces toiles d'araignée en sont empreints. on y reviendra quand tu décriras plus, mais vraiment, Ungoliant est une création du mal. Et on verra aussi, j'en parlerai après, des analogies qu'on peut faire avec cette noirceur. Il y en a beaucoup qui ont été faites, et des comparaisons avec justement les thèmes chrétiens aussi, et le péché et la luxure, en fait, que représente cette horrible créature. Ils poursuivent leur pénible marche, toujours main dans la main. Et presque aussitôt, ils rencontrent une nouvelle difficulté. Le tunnel se divise en 2 chemins. Alors, lequel prendre? À droite ou à gauche? De quel côté est parti Gollum, dit Sam, et pourquoi n'a-t-il pas attendu? Frodon alors appelle Sméagol à toute voix. Mais cette dernière se casse, et son cri retombe presque aussitôt sorti de sa bouche. Il n'y a pas de réponse, pas un écho, pas même un tremblement dans l'air. Mais fouillant à tâtons dans le noir, les 2 hobbits découvrent que le passage de gauche est bloqué. « Ça ne peut pas être le bon chemin, murmure Frodon. Bon ou mauvais, il faut prendre l'autre. Et vite, rajoute Sam. Il y a quelque chose de pire que Gollum aux alentours. Je sens quelque chose qui nous regarde. » Après seulement quelques mètres, il y a un son dégoûtant, un gargouillis et un long sifflement venimeux. Il se retourne mais ne voit rien, et reste planté là. « C'est un piège, dit Sam. Je voudrais bien que le vieux Tom soit avec nous maintenant, pense-t-il. Et puis, soudain, il voit une faible lumière, qui grandit, scintille, et il aperçoit Galadriel. Et pour vous, porteurs de l'anneau, j'ai préparé ceci. Et alors que les bruits de terreur s'approchent d'eux, dans ce noir de ténèbres, il crie à Frodon. « Maître, le cristal, une lumière pour vous dans les endroits les plus sombres. Mais oui, comment l'avais-je oublié? Une lumière quand toutes les autres lumières seront éteintes. Et maintenant, certes, seule la lumière peut nous venir en aide. » Il élève la fiole, et pendant un instant, elle émet une faible lueur, comme celle d'une étoile luttant à son lever. Puis, en même temps que l'espoir de Frodon revient, elle se mit à briller comme une flamme argentée, comme si Eärendil était présent avec eux. Le dernier Silmaril sertit sur son front. Frodon contemple sa main étincelante d'un feu blanc, s'émerveillant d'avoir eu tout ce temps un pouvoir dont il ne soupçonnait pas la valeur ni la puissance. « Aya Eärendil, Elanion Enkalima » s'écrie-t-il, sans savoir ce que cela veut dire. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire à Eärendil, la plus grande des lumières, ou la plus gracieuse des lumières, quelque chose comme ça. Et ça lui vient spontanément, sans... Il lui semble qu'une autre voix parle par sa bouche. Alors, voilà, est-ce que c'est Galadriel qui fait son apparition en proxy, ou est-ce que c'est Eärendil lui-même C'est plutôt la magie elfique, je pense, et la puissance de cette lumière. Ouais. Mais, vu l'apparition donc concrète de Galadriel, à Sam d'ailleurs. À Sam, ouais, intéressant de noter, ce n'est pas à Frodon comme dans les films, c'est vraiment à Sam qu'elle apparaît. Moi j'ai comme l'impression que c'est pas juste comme on en parlait dans des épisodes précédents, mais un espèce de flashback un peu cringe. Ah oui, non. Moi c'est comme ça que je le voyais. Galadriel. Non, c'est vraiment dans le livre écrit noir sur blanc que Galadriel apparaît, quoi. Donc moi, je pense pas que c'est juste un espèce d'effet bizarre que Tolkien aurait dit. Je pense que c'est la magie et que c'est plus ou moins elle qui arrive à se projeter. Peut-être. En étant probablement. Enfin, moi j'ai l'impression qu'elle est encore connectée à eux, quoi, et qu'elle se projette volontairement. C'est possible, ouais. Ou alors une magie. Voilà. Difficile à dire. Enfin, bon, de toute façon, quand tu sais pas, il n'y a qu'une réponse, ta gueule, c'est magique. Non, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est que d'une manière ou d'une autre, elle arrive à agir aussi loin de chez elle. Voilà, quoi. Mais les pouvoirs anciens ne sont pas les plus dénués de force, et celui auquel ils ont affaire avait déjà entendu ces mots par le passé, sans la faire broncher. Et cette lumière ne fait qu'éclairer une, maintenant à peine visible multitude d'yeux emplis de malice et de perversité, forçant les deux hobbits à reculer,
pas à pas dans un gouffre à la puanteur de mort. Donc là, ils reculent vraiment dans une de ces alcôves dont on parlait. Ils se sont vraiment pris par, dos au mur, si je puis dire, et reculent vraiment dans un endroit qui pue la décomposition. Un peu ma chambre. Quoi? Ta Non. chambre à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve, je suis d'accord. Toi, tu nous l'attendais sur un bâton. Ah oui. On a tous été étudiants, ça va. Oui, mais pas aussi crado que toi dans sa chambre, je pense. Mon père ne le sait pas, arrêtez, il nous écoute. Dans un élan d'espoir et de courage, Frodon sort d'Ar, qui lui, d'un bleu de mille feux, et marche fermement vers les yeux. Un à un, emplis de doute, les yeux reculent et disparaissent dans l'obscurité. Donc voilà, en gros, il change l'épée la fiole, voilà, et il avance, et tu vois, pour expliquer un peu plus, au début, l'araignée qui s'en fout un peu des paroles, donc il y a quand même une bonne résilience face à la magie des elfes. Là, l'épée plus la lumière à 30 cm d'elle, on voit qu'elle hésite, elle est prise de doute et elle recule petit à petit, mais il est mis dans les mots, et c'est pour ça que je reprends, qu'elle reste emplie de malice et que c'est vraiment une retraite pour mieux revenir, mais que là, elle se dit, c'est pas le moment. Quoi. Il faut aussi bien comprendre qu'ils sont dans le noir presque total, que certes, la fiole les éclaire, mais cette fiole n'éclaire que des yeux. Il ne voit pas la forme qui est derrière ses yeux, parce que la révélation, Frodon ne va pas vraiment avoir le temps de la voir, mais Sam va voir la révélation de l'araignée et ça va être un spectacle terrible pour lui. Mais donc là, ils ont quand même 8 yeux devant eux, horrible. de tailles différentes, assez difformes. Et si je peux me permettre, on a là un truc que j'ai réalisé en faisant cet épisode qui est ultra intéressant. On a la confrontation entre la lumière des Silmarils et donc des arbres avec une descendante d'Ungoliant, qui est celle qui a dévoré les arbres de Valinor. Donc en fait, c'est vraiment un combat ultra vieux qui se redéploie devant nous. D'autant plus que ces deux créatures presque aussi anciennes l'une que l'autre, Galadriel d'un côté, qui apparaît en tout cas à Sam. Après, elle n'est pas du même statut, mais non, tout à fait, mais toi, il y a quand même un parallèle Ouais. entre les deux. Il est fait également mention dans ce chapitre juste avant, vous parliez, Frodon se disait si seulement Tom Bombadil était avec nous, Oui, qui fait aussi un peu écho à Ungoliant, qui serait, on va dire, la version noire de Tom. noire de la musique, tandis que Tom lui serait Ouais. la musique en elle-même, l'incarnation physique de la musique. En tout cas, c'était une théorie qui nous plaisait bien. C'est vrai qu'on a quand même une grosse retake Il y a pas mal de parallèles en tout cas. d'un des combats, c'est un combat légendaire. C'est le deuxième round. Plus que légendaire même. Pour le rappeler pour vous, auditeurs, auditrices, si vous ne l'avez pas en tête, en gros, la fiole que tient là Frodon, elle contient de l'eau de la fontaine de Galadriel qui elle-même contient un éclat de la lumière de l'étoile d'Erendil. Et la lumière de l'étoile d'Erendil vient du Silmaril qu'Erendil porte sur sa couronne dans son char en l'air, parce que Erendil c'est un elfe, enfin c'est un demi-elfe même. C'est un demi-elfe, mais du coup qui est... oui, c'est un demi-elfe bien sûr, mais qui a été béni par les Valar, qui a permis aux Valar de venir attaquer le Beleriand et donc de vaincre Morgoth dans le Beleriand à la fin du Premier Âge. Et puis on lui a demandé d'être dans le ciel et de servir d'étoile d'un guide. Et donc c'est de son Silmaril sur sa couronne que vient son éclat. Ce Silmaril lui-même était imprégné de la lumière des arbres de Valinor, qui étaient les arbres qui faisaient la lumière dans le pays d'Aman, Valinor, au pays des elfes. Avant la création de la lune. Et ces arbres avaient été lors du tout premier conflit du premier âge, enfin avant le premier âge, c'était même pas le premier âge, quand les elfes n'étaient pas encore revenus en Terre du Milieu. Eh ben, Ungoliant avait été dévorer ces arbres Morgoth avait été détruire ces arbres avec l'aide d'Ungoliant qui les avait dévorés. Et ensuite, il s'était échappé Morgoth avec les Silmarils qu'il avait ramenés en Terre du Milieu. Ungoliant s'était rebellé contre Morgoth en voulant dévorer tous les trésors que Morgoth avait ramenés, dont les Silmarils. Elle avait emprisonné Morgoth. Il avait caché les Silmarils, lui, sur lui. C'est plutôt ça, elle s'était pas rebellée, mais elle lui demandait tous les trésors qu'il avait ramenés, et lui ne voulait pas lui céder les Silmarils, et du coup elle a voulu les prendre de force. Elle l'a attaché, sauf qu'à ce moment-là, il a crié un des plus gros cris qu'on disait qu'il pouvait encore retentir, même dans le Beleriand, après son cri des centaines d'années plus tard, qui a amené les Balrogs qui étaient endormis. Ungoliant s'est échappé à ce moment-là, mais donc il y a vraiment une histoire entre les Silmarils, la lumière des Silmarils et ces créatures des araignées, et c'est une sorte de descendance de ce combat que l'on voit incarner maintenant.
Mais oui, du coup, c'est génial d'avoir ce rapport légendaire dans cette Enfin, pour Ouais. nous, c'est des petits personnages qui sont dans une quête gigantesque, qu'on se le dise, Ouais. mais ce n'est rien par rapport à. On va dire que la quête de l'anneau n'est rien du tout par Mais- rapport au combat qu'il y a eu sur l'Arda par le Bien passé, sûr. et d'avoir des rapports aussi concrets, en fait, C'est fou, hein. c'est épique. Et c'est ce que Sam évoquait dans cette méta qu'on a vue la semaine dernière de par Julien, quand il expliquait Ce nous sont sommes des des petits héros personnages, au au milieu final. d'un truc très grand. Mhm. Bel exemple. Du coup, nous repartons dans ces ténèbres, dans l'antre d'Arachne, avec ses yeux donc qui reculent face à la lumière et surtout face à la pointe de Dar, ou décidément, reprise difficile. Les deux hobbits se mettent alors à courir, la force de leurs jambes étant revenue. Mais la créature était toujours tapie dans l'ombre, aveuglée, mais non vaincue. Dans leur course effrénée, Frodon tombe en arrière, comme stoppé net par quelque chose que la lumière elle-même a du mal à éclairer. Donc ça, c'est ce que tu disais, Julien, on est dans vraiment un noir tellement noir Magique. Hein. qu'en fait, ils n'arrivent pas à ce moment-là à voir ce qu'il y a face à eux. Donc ils ont beau essayer de regarder un petit peu, ce n'est seulement qu'après un petit temps qu'ils se rendent compte, et c'est Sam qui va nous le dire, des toiles d'araignée, qu'il dit d'ailleurs sardoniquement, j'adore ce mot, donc il est très souvent utilisé sur les anneaux qui se fout vraiment de la gueule du truc. Oh, c'est tout, des toiles d'araignée, mais quelle araignée! À l'attaque, abattons-les! Mais les coups de lame n'y font rien, et le bras de Sam ne fait que rebondir. Seulement une corde finit par claquer, mais s'entortille et fouette la main du jardinier qui recule dans un cri de douleur. Oh, il faudra des jours entiers pour débarrasser la route comme ça. Oh, que faire? Et ses yeux sont-ils revenus? Des moucherons dans un filet. Oh, que la malédiction de Faramir morde ce Gollum et le morde vite. Frodon prend le relais, et son épée semble plus efficace. Il met à mal une grande partie de la toile et crie à Sam de le suivre. La liberté leur tend les bras. Ils sortent de cet endroit de ténèbres. Le col, Sam, cours, cours, et on l'aura passé avant que personne ne puisse nous arrêter. Sam court aussi vite qu'il le peut, mais ne cesse de regarder en arrière, de peur qu'Arachne ne ressurgisse. Mais lui et son maître ne connaissent que trop peu les ruses de Shelob. Il y avait maintes issues à son antre. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais repréciser. Effectivement, c'est une magie tellement noire, tellement ancienne. On se rend bien compte que ce n'est pas une araignée classique, vu que ces toiles ne peuvent être détruites que par une lame elfique, Eh ouais. les lames anciennes. Donc la petite épée de Sam, elle ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. C'est quoi, les toiles ne peuvent être... Elles ne peuvent être coupées que par la lame elfique. Ouais, c'est de ça. Frodon. clair Donc d'art. c'est vraiment là qu'elle trouve toute son Mhm. utilité, cette lame elfique, parce que sans ça, et pour blesser Arachne aussi, mais elle n'aura pas plus d'utilité que ça au final dans l'aventure. Mais pour en revenir à cette fameuse araignée, nous allons enfin en apprendre plus sur elle, maintenant qu'elle va se dévoiler à nos héros. Alors Arachne, elle demeure là depuis des éternités. Un être néfaste en forme d'araignée qui avait jadis vécu dans l'ouest au pays des elfes, à présent sous la mer, le Beleriand. Puis, Beren l'avait combattu dans la montagne de la Terreur, en Doriath. Aucune histoire ne rapporte comment Arachne est arrivée là, mais il semble y être depuis toujours, car elle était déjà là bien avant la venue de Sauron. Elle ne sert personne d'autre qu'elle-même, buvant le sang des elfes et des hommes, bouffie et obèse à force de se nourrir, donc ça c'est pour revenir à la luxure que Cyril disait, c'est le genre de créature qui la représente bien, tissant des toiles dans l'ombre, car tout être vivant est sa nourriture. De tous côtés, sa progéniture, engendrée avec des misérables compagnons qu'elle dévore ensuite, s'étend de l'Efelduat jusqu'aux collines orientales, à Dol Guldur et aux repères de la forêt noire. Mais aucun de ses enfants ne peut rivaliser avec elle, Arachne la Grande, dernier enfant d'Ungoliant. Maintes années auparavant, Goliath. Ungoliant. Tu vas pas commencer à me reprendre sur chaque mot. Et quoi, tu vas me dire qu'on dit Gollum, c'est ça? Non mais c'est bien Ungoliant. Eh bien, maintes années auparavant, Gollum l'avait rencontré. Gollum. Bon, très bien, j'arrête. Maintes années auparavant, donc, Gollum l'avait rencontrée alors qu'il furetait dans les trous sombres. Il s'était alors prosterné devant elle pour épargner sa vie, en échange d'une promesse de nourriture. Depuis longtemps, elle avait faim, tapie dans son antre, tandis que le pouvoir de Sauron grandissait, que la lumière et les vivants abandonnaient ses frontières. En effet, ni elfes ni hommes n'approchaient de cet endroit sinistre. Seuls y venaient les malheureux orques. Maigre nourriture et de piètre qualité.
mais il lui fallait manger, et elle soupirait après une viande plus délicate, une viande plus tendre, une viande de hobbit, et aujourd'hui, Gollum la lui avait amenée. Il y pensait souvent d'ailleurs, entre le dédale de l'Émine Muil et la vallée de Morgul. On verra, on verra, on verra. Il se pourrait bien que lorsqu'elle jettera les os et les vêtements vides, on le trouve, on l'aura, le trésor, en récompense pour le pauvre Sméagol qui amène de la bonne nourriture. Et on sauvera le trésor, comme on a promis, oh oui. Et quand on l'aura en sécurité, alors elle le saura, oh oui. Alors, on lui rendra son dû, mon trésor. Alors, on rendra son dû à tout le monde. Quant à Sauron, il savait où l'araignée se terrait. Sa présence à cet endroit stratégique et sa faim insatiable l'arrangeaient parfaitement. Cette créature qu'il nommait affectueusement Machat était la gardienne la plus sûre qu'il pouvait imaginer, bien qu'elle ne lui soit pas asservie. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment. Il l'appelle vraiment Ouais. Machat. Et- T'imagines Sauron, tout puissant qu'il est, avec ses gants, son doigt en moins, qui est tout effrayant, qui a quand même un mot presque tendre pour un être immonde. Ouais, c'est ça. Mais c'est rigolo. Amener des orques à Machat. Ouais, C'est 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 trop rigolo mignon, parce quoi. que si tu imagines que ce texte a été écrit par les hobbits ou quoi que ce soit, comment ils ont eu cette information que Ouais, c'est Sauron vrai, c'est vrai. l'appelle Machat? Bah, tout ça, oui, c'est un peu Ça, par connu contre, ça, c'est de- moi qui l'ai ajouté. Hein. Ça, c'est dans les lettres de. C'est dans les Machat écrits de. Oui. Non, c'est aussi marqué c'est dans le chapitre. Ah ouais, ouais. Ah bah, je me rappelle plus alors Ah, ce que si, j'ai si, pris si, du si, chapitre, si. ce que j'ai pris des Ah autres. si, c'est vraiment dans le chapitre, ouais, bien sûr. C'est un peu cette espèce de mème ou je sais pas, de blague, tu vois, l'image du mec tout dur, mais qui en fait a un petit chiot, un petit Ouais. caniche, Ah, et qui moi, est je tout vois tendre avec. Moi, tu je vois vois, plutôt alors. le grand méchant James Bondien qui a son chat blanc sur Aussi, le côté de ouais, son, c'est vrai, c'est vrai. Mais, de son siège. mais ne tombons pas dans l'idée qu'il la contrôle Non, ou elle qu'elle ne lui lui est- est asservie. Parce qu'elle ne lui est pas servi, c'est ce que je Pas du précise. Elle ne répond à personne d'autre qu'elle-même. Mais il tolère sa présence malgré tout. Les orques qu'elle attrapait dans son antre pouvaient bien lui servir de repas, et Sauron en avait une infinité à sa disposition, et il n'hésitait pas à lui envoyer également les malheureux prisonniers dont il n'avait pas mieux à faire. Il les faisait conduire à son trou et exigeait un rapport sur le spectacle qu'elle donnait. Donc il a quand même... c'est un esthète, hein, Sauron. Ouais, franchement. Il aime bien se délecter du spectacle de la mort des autres. Ouais. On voit le côté un peu seigneur noir, un peu Mm. plus. Allez. Oui, je sais pas, un peu plus cliché que Oui. juste l'idée d'un œil. On voit le mec qui est chez lui dans son. Je sais pas, sur son trône et qui a envie d'avoir des récits un peu comme un empereur romain qui aimerait assister au massacre dans une arène. Jamais encore une mouche n'a échappé aux toiles d'Arachne, et la plus grosse fait à présent l'objet de sa rage et de sa faim. Mais le pauvre Sam ignore tout de ce mal qu'ils ont suscité contre eux, sauf qu'il sent croître en lui une peur, une menace qu'il ne peut voir, et se devient un tel poids qu'il lui semble impossible de courir, comme dans un cauchemar. Des ennemis sont devant lui dans le col, et son maître, pris de folie, court avec insouciance à leur rencontre. Détournant ses yeux de l'ombre derrière et de la profonde obscurité qui s'étend sous l'escarpement à sa gauche, il porte son regard en avant, et il voit deux choses qui le stupéfient. L'épée que Frodon tient toujours dégainée étincelle à présent d'une flamme bleue, et malgré l'obscurité du ciel derrière, la fenêtre de la tour au loin rougeoie encore. Des orques sont donc tout proches, et ils se dirigent droit sur eux. Il referme la main sur la fiole qu'il continue de porter, et la fourre au plus profond d'une poche près de sa poitrine. Il s'enveloppe de son manteau d'elfe, et s'active alors à rattraper son maître. Mais à peine Sam a-t-il caché la lumière du cristal d'étoile, que la reine de ces lieux arrive, sortant d'un trou noir sous l'escarpement. La forme la plus hideuse que Sam ait jamais vue, une forme plus terrifiante qu'une horreur sortie d'un cauchemar. Elle a l'allure générale d'une araignée, mais plus énorme que les grandes bêtes de proie et plus terrible qu'elle à cause du mauvais dessin émanant de ses yeux impitoyables, yeux qui luisent dans une lueur féroce. Elle a de grandes cornes, et derrière son cou vient son énorme corps gonflé, vaste sac boursouflé, pendant et oscillant entre ses pattes. Sa grosse masse est noire, et la panse en dessous est pâle, lumineuse, puante. Elle a les pattes repliées, avec de grosses jointures protubérantes bien au-dessus de son dos. Ses poils se dressent comme des piquants d'acier, et chaque patte se termine par une griffe. Aussitôt qu'elle fait sortir de son antre son corps mou et écrasé, et ses pattes repliées, elle avance avec une rapidité horrible, tantôt en courant sur ses jambes crissantes, et tantôt en faisant un bond soudain. Elle est entre Sam et son maître. Ou elle ne voit pas Sam, ou elle l'évite tant qu'il porte la lumière d'Erendil, et elle fixe toute son attention sur une seule proie, sur Frodon, privé de sa fiole, avançant inconsciemment dans le sentier. Sam s'élance vivement, mais Arachne n'est plus vive encore. En quelques bonds, elle sera sur le porteur de l'anneau. Haletant,
Il s'apprête à prévenir son maître de la menace, mais une longue main moite se presse sur sa bouche, et une autre le saisit par le cou, tandis que quelque chose s'enroule autour de sa jambe. Pris à l'improviste, il bascule en arrière dans les bras de son agresseur. « On l'a !» Siffle Gollum dans son oreille. « Enfin, mon trésor, on l'a, oui, le vilain hobbit. On prend celui-ci, elle attrapera l'autre. Oh oui, Arachne l'aura. Pas Sméagol, il a promis, il ne fera aucun mal au maître. Mais il t'a, salimonde, petit sournois !» Pris d'une rage inédite à l'encontre de leur traître de guide, Sam se débat si violemment que Gollum, surpris, lâche déjà prise. Le hobbit se relève quelque peu, le rampant toujours accroché à lui. En prenant appui sur un rocher devant lui avec ses pieds, Sam pousse de toutes ses forces jusqu'à basculer en arrière, écrasant ainsi son agresseur. L'estomac vide de Gollum encaisse péniblement ce coup, mais ce dernier a encore assez de vigueur pour tordre la main de Sam qui en perd son épée. La créature rampante tente en vain d'étrangler le semi-homme qui se saisit du bâton attaché à sa ceinture que Faramir lui avait confié, et il l'abat sur le bras de Gollum, juste sous le coude. Sur un cri perçant, Gollum lâche prise et se désengage de ce duel de justesse, tandis que Sam assène furieusement un ultime coup de bâton qui manque de peu la tête de Sméagol pour venir s'écraser sur son dos et se briser ainsi. Avec la rapidité d'un serpent, Gollum glisse de côté, pousse un cri aigu et repart en sautant comme une grenouille à 4 jambes dans l'obscurité du tunnel. Il pensait en venir à bout du stupide hobbit joufflu facilement, comme tant de fois par le passé, sournoisement, par derrière, mais il avait trop vite fanfaronné et pas étranglé assez vite. Sam le poursuit, l'épée à la main. Pendant un moment, il perd de vue toute autre chose que la fureur rouge et le désir de tuer le traître. Mais Gollum disparaît avant qu'il ne puisse le rattraper. Alors, devant le trou sombre et la puanteur qui vient à sa rencontre, la pensée de Frodon livrée au monstre le saisit d'effroi. Il fait volte-face et se rue dans le sentier, criant sans cesse le nom de son maître. Mais il est déjà trop tard. Le plan de Gollum a fonctionné. Et c'est ainsi que finit malheureusement la brève et belle histoire du bâton de Faramir. Oui, j'allais dire que tu en avais parlé, comme quoi il allait être cassé. Voilà son utilité, mais donc il ne reviendra pas à Faramir. Et l'équipe Gollum, Sam, Frodon aussi, c'est définitivement... Et c'est la fin de ce trio de choc. Ah, On ne verra plus le pagne de Gollum au loin. Ça ne leur manquera pas, si tu veux mon avis. Mais ouais, ça y est, déjà petit cliffhanger. Première rencontre Ouais. avec l'araignée, en tout cas pour Sam, de dos qui plus est. Ouais. Quelle charmante vue. Mais du coup, pour revenir sur cette araignée, parce qu'on n'a pas dit du coup comment elle est arrivée là. Bah, j'ai dit qu'en tout cas, elle venait originellement, on ne sait Ouais, pas, c'est ça. c'est ce que j'ai dit. Mais tu ne m'écoutais pas, Cyril. J'ai Bah, dit elle vient de l'ouest, de ce qui, c'est ça, ce ouais. qui était autrefois On le sait un peu Beleriand. plus Dans la précisément, en montagne de réalité. Golgoroth d'ailleurs. Mais on ne sait pas C'est, comment elle est arrivée précisément de là. Mais j'ai le souvenir, malgré tout, que dans un de nos plus vieux épisodes, tu parlais de certains artefacts, de certains grands monstres, de Balrog, etc. Comment ils avaient pu se déplacer d'un endroit à un autre. Comment, par exemple, le Balrog de la Moria s'était retrouvé là. Et tu avais émis des plus ou moins théories. En tout cas, on avait des points qu'on pouvait relier ensemble pour imaginer le trajet. Est-ce que c'était pour le Balrog ou est-ce que c'était également pour cette araignée ? Écoute, je me souviens pas de ça. Moi, je me souviens d'avoir parlé de comment on avait retrouvé l'épée du roi de Gondolin, de Turgon, dans cette... Oui, comment que Gandalf les avait orques retrouvé avaient, l'épée du roi de Turgon. C'est comment elle Oui. s'appelle, la fossoyeuse d'orques, je sais plus quoi. Il l'avait retrouvé bien à l'est du Beleriand. On se demandait comment. Glabring, Et j'avais émis l'idée l'épée que de c'était Gandalf un... dont tu parles, c'est ça ? Ouais, C'est c'était un Glabring, dragon oui. qui avait Oui, c'est ça. volé l'épée durant le sac de Gondolin et qui s'était D'accord. échappé. Mais je sais plus qu'on avait parlé de ça. Alors c'est précisément. peut-être ça, je fais un Mais en micmac tout cas, de ces informations-là. Effectivement, comme tu l'as dit, FX, on sait effectivement donc que Goliath, vraiment l'araignée originelle, déjà on sait qu'elle est apparue, alors c'est en relisant le Silmarillion encore une fois, rien n'est précisé, c'est vraiment, on ne sait pas comment elle est apparue, mais elle apparaît en plus au pays des elfes, du côté d'Aman, sur les terres d'Aman, mais pas là où les elfes vivent, mais en gros, si vous voulez, les terres d'Aman, à l'est des terres d'Aman, il y a une chaîne de montagnes que les Valar ont fait ériger, qui sépare les terres, en fait, qui défend les terres des elfes et des Valar de la mer. Et elle, l'araignée, elle apparaît
au sud des terres d'Aman, à l'est des montagnes, donc vraiment entre la mer et les montagnes, dans des grottes là enfouies, on ne sait pas trop comment. Et Morgoth va la chercher là-bas. Ah, certainement dans une grotte particulièrement sombre. Ouais, c'est ça. Et celle de Golgroth dont je parle serait des montagnes au Beleriand. Ouais, alors ça, c'est nord. autre chose. Donc, Voilà, ça, c'est- donc bien plus tard, du coup. ouais, en fait, du coup, donc, comme je l'ai expliqué, elle va détruire les arbres, s'enfuir en terre du milieu par les terres glacées du haut, El-Karaché. El Karaché, exactement, avec Morgoth. Ah, donc tu vas me dire qu'elle n'a pas été récupérée dans la poche d'un voyageur qui s'appellerait Hagrid et que ce n'est pas elle qui a pétrifié tous ses élèves à Ouais, Poudlard. elle n'a pas plongé dans l'océan et a été miraculeusement récupérée par un petit radeau avec quelques personnes. Ok. Malheureusement, non. Et du coup, elle s'est retrouvée en terre du milieu. Donc, elle a trahi Morgoth. Morgoth a appelé les Balrogs. Elle s'est enfuie vers le sud. Et effectivement, comme tu l'as dit, Elfix, elle va se réfugier dans la région de l'Eret Gorgoroth, juste au nord de la forêt de Doriath. Vous pourrez regarder sur une carte, là où se trouvait Nan Dungorteb, la vallée de l'épouvantable mort. Et c'est là qu'elle va d'abord faire beaucoup de progéniture, qu'elle va avoir beaucoup d'enfants. Arachne serait née là, selon certains textes, avec elle, donc au Beleriand. Et puis ensuite, Ungoliant elle-même, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Apparemment, elle serait descendue vers le sud, vers les terres du sud, donc vers le Harad, etc. On n'a plus de nouvelles d'elle. Mais Arachne serait restée donc à l'Eret Gorgoroth, à précisément Nan Dungortreb, la vallée de l'épouvantable mort. Et puis ensuite, à la chute du Beleriand, elle se serait enfuie vers l'est. Elle serait arrivée vers Grandpeur, vers donc la forêt noire. Elle aurait eu ses enfants que l'on voit dans le Hobbit, Mhm. Tout à fait. que rencontre Bilbon, etc. Elle aurait eu des enfants là, puis elle serait descendue vers le Mordor à l'époque où Sauron ne s'était pas encore installé là-bas, donc c'était simplement voilà, les chaînes de montagnes du Mordor. Et elle se serait installée là, et puis Sauron serait venu, il aurait remarqué qu'elle est là, mais And the rest voilà. is history. Mais donc, Est-ce qu'on aurait des infos quelconques sur d'autres enfants d'Ungoliant? les enfants de... du coup, La seule qu'on connaît, c'est elle, la dernière. par Et, extension... c'est la dernière en fait grosse araignée dans ce sens-là. Ungoliant, on ne sait pas comment elle a fini, même si l'histoire voudrait qu'elle aurait fini par se dévorer elle-même Oui, dans ouais. sa fin inextinguible. Et pour Arachne, ce sera Oui, potentiellement mais la même chose. dis-moi. Non, mais par extension, on peut dire que les araignées qui sont dans la forêt noire sont aussi la descendance d'Ungoliant, donc sa progéniture. Oui, mais d'autres ont dit que c'est la dernière fille de Ungoliant, mais est-ce qu'il y avait d'autres Ah, peut-être. fils et filles? On n'a pas Avant, d'exemple. Pas à notre connaissance en tout cas. Non. Maintenant, c'est pas très grave dans le sens, voilà, on ne sait pas s'il y en avait ou quoi, mais s'il y en avait eu, est-ce qu'ils ont participé avec Ungoliant à une bataille, une guerre ou quoi ou... Je n'ai Y vu a pas- aucune information ouais, là-dessus. Aucune info. Mais pour revenir sur Arachne, etc., elle a été... mais tu en avais déjà parlé, je pense, Julien, il y a très longtemps de cela, à la première saison, du fait que Ungoliant est une femme, et donc Arachne aussi. Ce sont des figures matriarcales très fortes, qui ont une progéniture, etc., qui sont... Qui dévorent leurs qui compagnons. dévorent leurs compagnons. dévorent leur et qui progéniture dévorent aussi. leur progéniture. Et il y a eu des critiques envers Tolkien de cela, d'incarner le mal et la luxure et l'excès par une femme, etc. Mais il y a aussi bon voilà, vous en pensez ce que vous voulez de cette critique, mais il y a aussi des liens qui sont faits effectivement avec justement le péché de la luxure, le péché de la... Je sais pas comment expliquer ça, mais Quand on reviendrait au fait que ce soit la femme qui est croquée dans la pomme, c'est ça que tu veux dire? on peut voir dans le personnage d'Ungoliant une incarnation de la luxure, etc. Ah, une Et il y en a- personnification. Et il y en a qui vont jusqu'à dire que même on peut voir des analogies phalliques, alors avec le fait que Ah oui, Sam le dard qui enfonce son va- épée dans cette forme, cette entité féminine, etc. Bah après, il lui Voilà. fout dans l'œil aussi, donc j'aimerais On bien peut- comprendre oui, voilà. l'analogie On avec peut aller loin. Enfin, lui mettre son dard dans l'œil. pour vous dire qu'elle est quand même ce personnage est sujet à beaucoup d'interprétations un peu étranges. Mais en tout cas, la luxure, quand je l'ai lu, ça m'a fait je me disais, ça peut faire écho quand même, ce côté ultra, possessif. Elle veut tout dévorer, elle veut tout avoir pour Et elle. elle se répand aussi d'une certaine manière. Elle se reproduit sans cesse. Il y a un côté très noir. Et puis quand on connaît les affinités, enfin en tout cas l'aspect théologique de l'œuvre de Tolkien, c'est pas étonnant que ce péché Ouais, c'est capital soit mis en scène comme ça. Donc ça, pour refaire une comparaison avec la théorie que ce serait la dissonance de la musique, ça peut être aussi une autre théorie que j'évoque maintenant, ça pourrait être une incarnation de ce péché-là. Mais comme je disais aussi il y a quelques épisodes, quand on parlait de la sagesse par rapport à Tom Bombadil, les deux Ouais. sont compatibles aussi.
la luxure peut être représentée dans Tolkien par la dissonance de la musique. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Donc, why not, quoi. Et c'est vrai que si on repense à Tom Bombadil, qui est plutôt justement, lui, dans un couple plus traditionnel pour le coup, avec vraiment marié depuis Ouais, c'est vrai, très longtemps, c'est etc. Et puis on a une autre qui est dans la surconsommation sans cesse. On peut. Je sais pas, je parle en live, Non, mais. c'est vrai. Après, voilà. Mais c'est pourquoi vrai pas. que par rapport à la théorie que tu disais, qu'il y avait des backlash, enfin, des discussions, parfois un peu sur certaines choses. Bon, on est les premiers à parler de théorie, hein, je pense que c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est vrai que, bon, je pense que si on veut voir des choses, on les cherchera et on voit, les trouvera. Donc, voilà, il y a des moments, je pense que aller voir dans le genre d'Arachne des liens aussi Ouais, forts ouais. avec des côtés extrêmement négatifs. On connaît déjà les détracteurs de Tolkien par rapport à son féminisme ou à sa modernité. Ouais. Je crois que dans ce cas-ci, on peut, sans crainte, Puis, rejeter des théories un peu trop farfelues, quoi. et puis si, de toute façon, il avait besoin d'une créature qui puisse se reproduire comme ça sans cesse, fatalement, une femme semblait plus à propos, mais. Oui, bah oui, mais alors Ça, bah, pourquoi les autres sont que des hommes qui Oui, représentent voilà. le mal? Pourquoi tout d'un coup, une fois qu'on représente le mal C'est une femme. dans une femme, pourquoi c'est mal, alors que les deux, au final, Ouais. pourraient être... Voilà, enfin bon, ne parlons pas sur un débat, moi je voulais juste... Non, c'est vrai. faire un En débat tout cas, sur- voilà, ça existe. C'est vrai que cette question existe de toute façon. Et petite dernière anecdote sur ce personnage que j'ai lu sur le Wikipédia de ce personnage. D'ailleurs, j'ai pas été chercher très loin, mais ça m'a fait rire comme anecdote. C'est que Tolkien on lui aurait demandé ce qu'il avait contre les araignées, du coup, puisqu'il les représente vachement comme ça. Et il aurait dit qu'il avait rien contre les araignées, mais que c'est vrai qu'il avait un épisode traumatique avec une araignée enfant et que peut-être ça pouvait faire un lien avec ça, où il avait été mordu par une araignée, etc. Je trouvais marrant cette Mais anecdote. traumatique, il ne s'en souvient même pas. Hein. Oui, c'est ça. On lui a raconté qu'il s'était fait Ouais, piquer ouais. par une araignée. Bon, en tout cas, c'est lui Donc qui tu l'a évoqué. vois le traumatisme, hein. Il s'en souvient même pas, il devait avoir 2 ans. Mais c'est lui qui l'a évoqué, donc je trouvais ça rigolo. Voilà, c'est tout. C'est sympathique de finir en tout cas sur cette petite anecdote. Merci Cyril. Eh ben oui, on termine sur cette petite anecdote et sur ce cliffhanger, comme j'avais dit. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la suite de l'histoire, la fin du tome 2 et un encore plus gros cliffhanger. Surtout que à la fin de ce tome 2, du livre 2, eh bien on requittera nos deux chers comparses ici présents. Deux comparses, vu que Gollum partira vers d'autres aventures pendant un temps, mais on les requittera pendant la moitié du prochain livre. C'est vrai. Donc profitez bien de Sam et Frodon, parce que c'est les derniers moments qu'on a avec eux. Moi je dirais surtout profiter de Gollum pour les peu de fois où il va réapparaître, parce que Aussi, ouais. on ne le verra plus jamais. Oh, c'est son bientôt pagne fini. va en effet me manquer. Moi c'est sa douce voix. En tout cas, je rappelle que la semaine prochaine, nous aurons un épisode pour finir, donc très spécial, avec quelqu'un de très spécial. Vous ne voulez vraiment pas rater ça. Eh ben ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier chapitre du coup du livre 2. Waouh, ça a été super vite, on se le Ouais. dit. J'espère que vous kiffez toujours autant. Petit rappel pour les réseaux sociaux, les questions ou encore le Tipeee, hein, vous savez quoi faire, ou si vous avez envie de le faire surtout. Moi je vous dis merci beaucoup, Ouais. À la Merci semaine Merci à vous prochaine. aussi. ouais, à la semaine prochaine et ciao ciao. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.